Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Europe 1 Soir Week-end, deuxième heure. J'accueille mon duo du dimanche, désormais consacré Jean-Michel Salvatore, chroniqueur politique et communicant. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Oui, c'est déjà le soir quand même, Jean-Michel. Alexandre Malafaye, fondateur de l'Institut Sinopia. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Stéphanie Demureux. Mon invité, Maneli Mirkan, puisque c'est important de parler de l'Iran. Les pourparlers, vous le savez, entre les États-Unis et l'Iran reprendront à Genève la semaine prochaine, alors que Donald Trump évoque désormais un renversement du pouvoir à Téhéran. Maneli Mirkan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes iranienne vous-même, spécialiste des questions internationales, spécialiste évidemment de l'Iran et fondatrice de cette association qui s'appelle Dorna. C'est une organisation, je le précise, non partisane qui travaille à la structuration d'une transition démocratique en Iran. Alors, première question, est-ce que vous avez des nouvelles de ce qui se passe sur le terrain, de cette révolution populaire dont on parle de moins en moins parce que j'imagine peu d'informations filtrent? Oui, des nouvelles, on en a chaque jour, des exécutions continues. On a encore eu une exécution ce matin. Nous avons les familles endeuillées qui cherchent encore les corps, qui n'arrivent pas à récupérer les corps. Nous avons encore des personnes qui manquent à l'appel, qui ne sont sur aucune liste, ni de blessés, ni de tués. Donc les nouvelles, j'allais dire, l'état de choc continue pour la population. Ils sont dans un état, vous savez, il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de la révolution islamique qui a été fêté par le régime. On entendait les gens crier de leur fenêtre, mort à Khamenei, mort au dictateur. C'est le seul moyen d'expression qui leur reste et ils ont les yeux rivés sur l'international, sur ce qui se passe à l'international. Je vais vous dire quelque chose. Dans 2 jours, mardi précisément, quand il y aura les pourparlers avec les Américains, c'est le 40e jour des familles, des décès. Dans la tradition persane, le 40e jour dans la tradition deuil, c'est une étape importante. C'est là où les familles retournent sur les tombes, c'est là où ils disent un dernier au revoir en fait à leurs enfants. Et c'est tout simplement, la date est très très symbolique pour eux, que ce jour-là, l'Occident donne la parole au régime pour venir et leur faire une offre. J'imagine qu'on va en parler. Mais... Oui, on va évidemment en parler, mais je voudrais quand même qu'on s'arrête parce je trouve toujours qu'on n'en parle pas assez de ce qui se passe, de cette horreur. On parle de familles, on l'a souvent dit, qui doivent payer pour récupérer les balles qui sont dans le corps de leurs proches défunts. C'est épouvantable, vraiment littéralement, ce qui se passe là-bas. Vous parlez de combien de morts, vous? Parce qu'on entend tous les chiffres aussi. On entend tous les chiffres aujourd'hui, on parle d'entre 40 000 et 60 000 morts et c'est extrêmement difficile d'avoir un chiffre précis. Vous savez, on a des chaînes d'information sur les réseaux sociaux qui reçoivent des milliers de messages de familles avec des photos leur demandant de procéder à des vérifications s'ils peuvent sur les images des corps qu'ils reçoivent. C'est extrêmement difficile d'avoir des chiffres précis. Le régime ne communique évidemment pas là-dessus. Nous avions, des informations de l'intérieur du système judiciaire avec des préconisations très strictes de détruire toute preuve qui parlerait des chiffres, des nombres, et pour ne jamais pouvoir se référer à ce genre de chiffres. Et Maneli Mirkan, ce qui est important de préciser, c'est que cette révolte populaire, elle a été matée de manière extrêmement réfléchie, calculée et méthodique par le régime des mollahs. Tout à fait, tout à fait. Nous, les premiers jours des protestations, il y avait un sentiment de la part de la population avec qui on communiquait régulièrement que les forces de répression ne sont pas là. Ils ont vidé, ils ont déserté, ils ne sont pas là. Les dernières images qu'on a reçues avant la coupure d'Internet montraient uniquement les personnes dehors, les foules de manifestants. Et là, ils arrêtent, ils coupent Internet. Et là, le massacre commence. Les gens qui sont allés dans la rue sont restés sur cette image de ville déserte, où il n'y a pas de force de répression, et on a l'espace d'expression pour venir et crier nos souhaits. Oui. Cette révolte, elle continue aujourd'hui, ou vous avez le sentiment que le régime des mollahs l'emporte d'une certaine manière par la peur? Les gens ne sont plus dans la rue.
Si on appelle ça un arrêt, évidemment, les gens ne sont plus dans la rue aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent plus l'être. Il y a un état de siège, en fait, dans les rues des grandes villes. En revanche, ils nous disent tous, et on est en contact aussi bien avec la population qu'avec les opposants à l'intérieur de l'Iran, ils nous disent une normalisation n'est pas possible. Aujourd'hui, les jeunes réfléchissent à s'armer. Les gens pensent que pendant 40 ans, ils ont évité d'aller vers la violence et d'essayer de rester avec des mouvements de la résistance civique. Et aujourd'hui, ils réfléchissent à s'armer en disant on ne peut pas, soit on a l'aide extérieure, soit on s'arme et on se défendra nous-mêmes. Et il ne faut pas oublier que 40 000 morts ou 60 000 morts, ça veut dire 40 000, 60 000 familles endeuillées et des amis. Et c'est la propagation de ça. Ça doit être compliqué de s'armer pour eux dans ce régime évidemment, très strict. Évidemment, mais la tension sociale, et en n'oubliant pas que la société est aussi sous une pression économique immense. Et donc, ça pousse vers une atomisation. Michel Salvatore et Alexandre Malafaye qui essayent de lever le doigt depuis tout à l'heure, qui ont beaucoup de questions à vous poser. On commence par vous, Jean-Michel. Oui, puisqu'Internet a été rétabli, moi, la question que je me pose, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un minimum de messages politiques possibles, ou est-ce que la peur est trop grande après ce qui s'est passé ? La peur est trop grande. Effectivement, nous, on communique en privé avec des activistes avec qui nous sommes en lien, etc. Mais l'espace d'expression se réduit énormément. Ils savent qu'ils sont écoutés. Vous savez, il y a toute une industrie de surveillance qui va jusqu'à lire les messages. Voilà, la confiance n'est pas là pour parler ouvertement. Même quand on leur parle en privé, il faut lire entre les lignes. Tout ne se dit pas. Maneli Mirkan, Donald Trump menace le pays de conséquences traumatisantes. Il l'a encore fait jeudi. On se souvient quand même que le président américain a poussé ces Iraniens à manifester, à tenir bon. Sous-entendu, on arrivera. Mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'abandon aujourd'hui qui règne dans la population iranienne ? Complètement. Il y a un réel sentiment d'abandon. Je pense que c'est la première fois peut-être dans l'histoire où une population réclame de cette manière une intervention. Alors évidemment, on le qualifie d'une intervention humanitaire sur les principes de la responsabilité à protéger qui existe dans la charte de l'ONU, mais qu'on ne peut pas enclencher par les procédures établies de l'ONU, évidemment. Et donc les gens sont dans une espèce de désarroi, d'attente, de dire nous on a fait notre part du job. Mais où sont ces voix qui nous promettaient de nous soutenir ? Je fais une petite parenthèse, je ris jaune parce que l'ONU quand même qui a élu un vice-président de la Commission des Nations Unies pour le développement social iranien. Tout comme il y a 2 ou 3 ans, il y avait un Iranien nommé au Forum des droits de l'homme. Enfin, on marche sur la tête. On a aussi des droits de femmes. Non, mais j'imagine que ça doit être un camouflet pour vous. Complètement. Et c'est pour ça qu'en fait, tous les regards sont tournés vers les Américains, parce que jusque-là, ça a été un peu les seuls qui ont verbalement démontré qu'ils n'attendraient pas l'ONU ou les procédures un peu diplomatiques classiques. Alors, sauf que maintenant, c'est vrai, Alexandre Malafaye, on a du mal à voir clair sur les intentions de Donald Trump. C'est vrai qu'il menace. Là, il y a manifestement un deuxième porte-avions qui va être en route. C'est ce qu'il a confirmé. Il y a toujours ces négociations, on le disait, qui vont s'ouvrir la semaine prochaine. Est-ce que vous attendez quelque chose de précis de ces négociations, ou vous espérez, vous, qu'il y ait vraiment une intervention militaire sur le terrain ? Qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que souhaitent les Iraniens surtout ? Alors, les Iraniens, très clairement, moi, je me souviens le jour où Internet s'est rétabli, on était dans des spaces sur X, le réseau X, et des jeunes se connectaient avec beaucoup de difficultés et nous disaient on préfère mourir sous des bombes, et c'est fort d'entendre ça, on préfère mourir sous des bombes qui nous débarrassent de ce régime plutôt que d'être tués comme ça dans les rues par nos propres. Donc, alors, ça c'est la partie un peu émotionnelle de la chose, de la population qui n'en peut plus, et il compare beaucoup à ce qui s'est passé en Europe, les nazis. S'il n'y avait pas l'aide américaine, qu'est-ce qui serait passé, etc. En revanche, moi, sur un aspect un peu plus, j'allais dire, rationnel de la chose et géopolitique de la chose, je regarde une chose. La défense du peuple iranien peut être la clé
de la résolution de beaucoup de nos problèmes avec ce régime. Vous savez, les droits de l'homme, ce n'est qu'une partie, c'est évidemment la partie émergée, mais ce n'est qu'une partie de ce que ce régime fait. Il y a le dossier nucléaire qui est une menace mondiale, oui, il y a le dossier balistique qui est une menace régionale, oui. évidemment, et il y a le terrorisme qui se passe sur notre sol, ici. Il n'y a personne, en fait, qui est à l'abri depuis 40 ans de ce régime. Bien établi, évidemment, on lui a laissé la place et le temps pour s'étendre, mais aujourd'hui, on est dans une situation où l'option d'une intervention devient inévitable. Ensuite, sa forme est sujet à beaucoup de questions et beaucoup de vigilance de la part de beaucoup de parties prenantes. Alexandre Malafaye, oui. Justement, parce que pendant longtemps, beaucoup de gens pensaient que l'Iran, ce serait finalement non pas une révolution, mais qu'il y aurait une évolution du régime et que c'était le mouvement naturel et que ce pays ne pouvait pas basculer de manière brutale. Bon, la répression et l'ampleur de la répression qui a surpris tout le monde. Personne pensait qu'on tirerait à l'arme lourde sur les populations, qu'il y aurait 40 000, 50 000 morts, plus tous ceux qui sont blessés, plus tous ceux qui sont en prison avec tout ce que ça entraîne comme horreur. On montre bien que le régime, a priori, a envoyé un signal extrêmement fort. Comment vous interprétez ce signal? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le régime tombe, il emportera avec lui dans le chaos à la fois son peuple, le prix sera très élevé, mais également tous les voisins régionaux risquent d'être impactés par une volonté de nuisance. Et donc, ils disent, voilà, si vous nous touchez, si vous nous faites tomber, vous tomberez avec nous, quoi. Ceci, je complète la question d'Alexandre Malafaye, c'est ce qui expliquerait, ce que vient de nous dire Alexandre, une forme de complaisance quand même internationale. Enfin, si on peut appeler ça une complaisance. Ou l'hésitation. Alors, oui. Ça a été la stratégie du régime depuis 40 ans. D'être à la fois le terroriste derrière les rideaux et d'être le garant de la stabilité de la région devant la scène internationale et dans les pourparlers. Ça a toujours été ce double jeu de je finance, vous ne trouviez pas le nom d'Iranien en tant que terroriste, mais les financements venaient d'Iran et puis il se présentait comme un partenaire fiable pour gérer le terrorisme. Donc ça a été évidemment pendant longtemps. Aujourd'hui, effectivement, on passe à un autre seuil. On passe à un seuil où ils montrent qu'ils sont prêts à tout pour se maintenir au pouvoir. Comme les nazis, vous parliez des nazis, comme les nazis à la fin. Comme les nazis à l'époque. Mais je pense que de l'autre côté aussi, dans la sphère internationale, on a bien eu le temps de comprendre ce jeu, on a bien eu le temps de l'analyser. Et aujourd'hui, le régime iranien est au sommet de sa faiblesse, aussi bien sur le plan international qu'à l'intérieur. On parle de, vous savez, la perte de légitimité en tant qu'un État. C'est vraiment la première étape pour un changement. À part la peur, qu'est-ce qu'il a à offrir à son peuple? Rien. Il y a toujours eu, le régime iranien tenait sur plusieurs piliers. Il y avait le pilier idéologique, même si la majeure partie de la société, dès le départ, n'en voulait pas, mais ça tenait quand même pendant un bout de temps. Le pilier économique et le pilier militaire. Aujourd'hui, il leur reste que les armes lourdes pour réprimer leur peuple. Économiquement, ils n'ont plus rien à leur offrir. Et idéologiquement, c'est complètement en ruine. Manili Mirkan, on a vu ces 200 000 manifestants en marge de la conférence sur la sécurité à Munich avec Reza Pahlavi qui s'est exprimé devant eux. Je rappelle que votre organisation justement parle de transition démocratique en Iran. Est-ce que c'est aussi, entre guillemets, le candidat des Iraniens sur le terrain? Parce que c'est peut-être celui que tout le monde prône en Europe, mais est-ce que les Iraniens le connaissent et appellent son retour, le retour de la famille Pahlavi de leur vœu? Alors, Reza Pahlavi a un certain capital social qui d'ailleurs est lié à différents facteurs. Il y a une partie de la population qui est nostalgique, il y a une partie de la population qui croit en son projet, etc. De dire qu'il est majoritairement réclamé, je pense qu'il faut attendre les urnes. Personne n'est capable. Vous savez, toutes les forces de l'opposition prétendent qu'ils ont la majorité et ils sont la voix du peuple. C'était pas non plus un grand démocrate, le Shah. On le dit jamais en Europe, c'est vrai. Bon. Évidemment. Mon point de vue, c'est que en dehors de l'incarnation, on dit toujours qu'un mouvement doit être incarné, très bien. Mais en dehors de l'incarnation, aujourd'hui, ce qui nous manque et ce qui est crucial d'avoir, c'est l'unité. Et l'unité des forces de l'opposition, et vous savez, cette unité existe à l'intérieur de l'Iran. Ceux qui sont allés manifester, ils étaient de tous bords.
Les slogans n'étaient pas uniquement orientés vers une personne, un mouvement, etc. Les Kurdes, avec les Baloutches, avec les différentes autres régions et ethnies, ils étaient dehors ensemble. La même chose doit se former ici. Et moi, c'est mon combat personnel, c'est de dire ce projet de changement de régime aboutira le jour où on arrivera à garantir une stabilité relative. Et oui, c'est toute la question. Jean-Michel Zazat. Ouais, je voudrais revenir sur l'attitude de Donald Trump. Est-ce qu'à votre avis, il finira par faire une intervention? Parce qu'en fait, quand on regarde ce qui se passe, d'abord, il apporte un nouveau porte-avions. Il a, d'une certaine façon, une obligation de résultat. Or, on voit mal les Iraniens céder sur le nucléaire. Donc, à partir du moment où il a cette obligation de résultat, il est quasiment écrit qu'il interviendra. Est-ce que c'est aussi votre avis? Parce que là, on a vraiment l'impression qu'il essaye de gagner du temps, justement, pour se préparer. Totalement. Oui, C'est aussi mon mon deuxième analyse. porte-avions, on se dit que... Tout à fait. Jusqu'ici, dans les négociations, c'était la stratégie du régime de gagner du temps. Et là, je pense que sur les 2 dernières semaines, Donald Trump a aussi essayé de gagner du temps pour pouvoir gérer les conséquences de toute éventualité de riposte, d'armer aussi en anti-aérien les pays aux alentours, d'amener toute la force qu'il faut dans l'Iran est aujourd'hui encerclé. Et le seul bout qui restait, c'était par la voie maritime. Et aujourd'hui, ça y est, c'est sous gestion. Et évidemment, ce que vous avez dit est très, très juste. On ne peut pas retourner en arrière. De la même manière que pour la population, il ne peut pas y avoir une normalisation avec le régime, sinon les tensions montent. De la même manière, il ne peut pas y avoir une normalisation internationale sans résultat, cette obligation de résultat dont on parle. Le programme nucléaire, c'est près de 500 kilos d'uranium enrichi qui restent sur place. C'est un problème majeur qu'il va falloir régler. Merci beaucoup, Maneli Mirkan, experte en relations internationales et spécialiste de l'Iran, fondatrice de Dorna, cette association non partisane qui travaille à la structuration d'une transition démocratique en Iran. C'est important de vous donner la parole et de ne pas oublier les Iraniens. Merci à vous. Et dans quelques instants, on va poursuivre nos débats avec évidemment l'onde de choc après la mort de Quentin en marge d'une conférence de Rima Hassan à l'IEP de Lyon. On en sait de plus en plus sur les circonstances de cette tragédie. Aujourd'hui, Gérald Darmanin a clairement visé l'ultra-gauche. On voit qu'LFI essaye de se défausser ce soir, notamment Jean-Luc Mélenchon qui a pris la parole. On en parle dans quelques instants.